Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Pour ceux qui me rejoignent ici, n'hésitez pas à aller voir mes deux précédentes vidéos où je résume l'intrigue des liaisons dangereuses. Ici, on va entamer directement l'analyse. Et avant que je n'oublie, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste ici en bas. Si vous aimez mon contenu, je poste assez régulièrement, donc n'hésitez pas. Alors que penser de ce roman, de cette fin, de la confrontation des points de vue entre les libertins et les honnêtes gens? Qui a raison? Alors on le voit, à la fin du roman, on a une morale chrétienne, où les méchants sont punis, et où du coup on prône la vertu d'une certaine manière. Mais le lecteur n'est pas complètement convaincu de cette fin, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est Madame de Volanges qui nous transmet cette morale. Madame de Volanges, c'est-à-dire, il faut l'avouer, le personnage qui était complètement à l'ouest pendant les 500 pages précédentes. Elle n'est d'ailleurs même pas au courant des véritables raisons qui poussent sa fille à entrer au couvent, juste à la fin du roman. Le lecteur est donc un peu frustré de voir que c'est elle qui a le dernier mot. Et puis c'est un roman épistolaire et donc polyphonique. Le roman nous donne à entendre des points de vue différents et il n'y a pas vraiment de point de vue qui l'emporte sur l'autre. D'ailleurs, Choderlos de Laclos fait très attention à cela. Il va aller jusqu'à supprimer dans son manuscrit original une lettre de repentir de Valmont. Originellement, c'était la lettre 155 que vous pouvez retrouver en note dans certaines éditions. Et dans cette lettre, Valmont écrivait à Madame de Volanges, il l'implorait de bien vouloir organiser une entrevue entre la présidente de Tourvel et lui, alors que la présidente de Tourvel était mourante au couvent. Et il explique dans cette lettre qu'il est au désespoir, qu'il aimerait réparer les choses, rendre la santé et la vie à cette femme adorable, enfin à cette femme digne d'adoration qui est la présidente de Tourvel, et qu'il est vraiment au désespoir. Il supprime cette lettre. Pourquoi? Parce que Choderlos de Laclos ne veut pas que le lecteur puisse juger de la sincérité du repentir de Valmont. Il faut que le personnage de Valmont reste indéchiffrable. Et vous le savez depuis ma vidéo sur la princesse de Clèves, ce qui fait un chef-d'œuvre, c'est précisément qu'il échappe à l'interprétation. Alors que vous soyez libertin ou vertueux, vous allez aimer les liaisons dangereuses, précisément parce que vous allez y trouver ce que vous y cherchez. Alors une autre preuve de l'ambiguïté de ce roman, c'est la note de l'éditeur dans la toute dernière page. Lisons. Nous ne pouvons dans ce moment ni donner au lecteur la suite des aventures de Mademoiselle de Volanges, ni lui faire connaître les sinistres événements qui ont comblé les malheurs ou achevé la punition de Madame de Merteuil. Alors là, on le voit, il y a un balancement, une hésitation entre, d'une part, une connotation méliorative et une connotation péjorative. Relisons les sinistres événements qui ont comblé les malheurs. Là, on a l'impression que la marquise de Merteuil est une victime tragique qu'il faut plaindre. Mais ensuite, on a où achever la punition, où là, on voit clairement que la marquise est à blâmer. Alors, on a bien cette ambiguïté dans tout le roman, et d'ailleurs, elle était annoncée dès le début, dans l'avertissement de l'éditeur et la préface du rédacteur, qui sont deux textes qui se contredisent avec beaucoup d'ingénuité. Alors là, l'avertissement de l'éditeur nous dit par exemple que ce roman est complètement immoral, que l'écrivain profite de ce qui est scandaleux pour vendre, et qu'évidemment ça ne peut pas être véridique, tout ce qui est raconté, ça ne peut pas être de vraies lettres, puisque dans la vraie vie, les gens ne sont pas aussi immoraux. Et la note du rédacteur dit exactement l'inverse de l'éditeur, dit que ce n'est pas une fiction, d'ailleurs ce n'est pas un écrivain qui parle mais simplement un rédacteur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est contenté de changer 2-3 phrases et de mettre ensemble des lettres, peut-être de supprimer certains passages qui n'ont pas de rapport à l'intrigue, bref. La note du rédacteur dit exactement l'inverse, il dit qu'il a cherché à publier ce recueil de lettres non pas pour vendre ou appeler au scandale, à des mœurs immorales, mais bien au contraire pour mettre en garde les gens vertueux, et notamment les jeunes filles, du danger des liaisons dangereuses, et il voudrait que les filles lisent ce recueil pour pouvoir mieux se défendre, et ne pas devenir, comme la présidente de Tourvel ou Cécile de Volanges, de nouvelles proies pour les libertins. Alors il y a dans tout ce roman des jeux d'interprétation où on ne sait jamais quoi penser. Alors ce qui complique encore plus la tâche, c'est les styles des différents personnages quand ils écrivent des lettres, et aussi le désir de plaire à leur interlocuteur. Par exemple, lorsque le vicomte de Valmont écrit à la présidente de Tourvel, il écrit des choses magnifiques,
des lettres d'amour qu'on a envie de croire, qui semblent vraiment très lyriques. Mais on voit bien qu'il s'étudie, qu'il écrit tout ce qu'il sait pouvoir plaire à la présidente, donc ce n'est peut-être pas véritable. Et de même, lorsqu'il écrit à la marquise de Merteuil, il prend le style d'un libertin pour aussi convenir à son interlocutrice. Donc c'est parfois difficile de trancher où est le véritable vicomte. On ne sait plus trop bien ce qu'il faut croire. Il faut aussi savoir que pour le monde du libertinage, on considère que le monde est un grand théâtre. L'expression revient souvent dans le roman. Et on le voit, le vicomte de Valmont s'épie lui-même. Il observe ses propres gestes et il agit comme un comédien. Par exemple, lors des premières scènes avec la présidente de Tourvel, lorsqu'il raconte ses premiers tête-à-tête à la marquise, il montre bien dans ses lettres qu'il s'observe, qu'il pense que à tel moment, ce serait une bonne idée de baisser les yeux ou que quelques larmes l'avantageraient. Donc on le voit, il joue la comédie. Par ailleurs, très tôt dans le roman, la marquise de Merteuil fait remarquer au vicomte de Valmont que ses lettres d'amour à la présidente de Tourvel sont trop bien écrites. Elles sont trop bien ordonnées, très structurées. Et la marquise de Merteuil explique qu'un homme véritablement amoureux n'aurait pas ce style. Les lettres vraiment amoureuses ont une sorte de désordre où on voit aussi quelques déraisonnements qui est en fait procuré par l'émotion, par la sincérité des passions qui emportent la personne qui écrit. Et du coup, le vicomte de Valmont, un peu plus tard, fait remarquer à la marquise de Merteuil que dans les lettres qu'il écrit désormais à la présidente de Tourvel, il y a bien ce style désordonné. Alors il dit à la marquise qu'il l'a fait exprès du coup, qu'il s'est corrigé. Mais est-ce que ce n'est pas encore là aussi une posture ? Lisons. J'ai mis beaucoup de soin à ma lettre et j'ai tâché d'y répandre ce désordre qui peut seul peindre le sentiment. J'ai enfin déraisonné le plus qu'il m'a été possible car sans déraisonnement, point de tendresse. Alors, un autre point d'analyse que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le féminisme de Choderlos de Laclos. Alors, tout d'abord, on voit des arguments féministes dans la lettre autobiographique de la marquise de Merteuil, la lettre 81, que vous devez absolument aller lire si vous étudiez cette œuvre. C'est une lettre où la marquise de Merteuil va justifier en partie sa conduite libertine par des arguments féministes. Citons quelques exemples. Alors, pour vous autres hommes, les défaites ne sont que des succès de moins. Dans cette partie si inégale, notre fortune est de ne pas perdre et votre malheur de ne pas gagner. Donc ici, la marquise montre la position de faiblesse des femmes qui ont toujours à craindre pour leur réputation, ce qui n'est évidemment pas quelque chose que les hommes ont en tête. Quelques lignes plus tard, la marquise va aller plus loin et montre le malheur des femmes qui ont cédé aux avances d'un homme, ont pris un amant qu'elles regrettent désormais et qu'elles n'osent plus quitter, parce qu'elles ont beaucoup à perdre, elles sont à la merci de cet homme. Lisons. Qu'une femme infortunée sente la première le poids de sa chaîne, quel risque n'a-t-elle pas à courir si elle tente de s'y soustraire, si elle ose seulement la soulever? Ce n'est qu'en tremblant qu'elle essaie d'éloigner d'elle l'homme que son cœur repousse avec effort. S'obstine-t-il à rester, ce qu'elle accordait à l'amour, il faut le livrer à la crainte. Alors, la marquise de Merteuil explique ensuite qu'elle a été très intelligente dès son plus jeune âge et qu'elle s'est très vite donné les moyens de ne pas souffrir des liaisons dangereuses comme les autres femmes. Par exemple, elle explique qu'elle a élaboré toute une stratégie. On peut citer des exemples. Elle veut par exemple refuser toute lettre amoureuse, donc elle ne laisse pas de traces écrites des liaisons qu'elle décide d'entamer. Elle explique aussi qu'elle ne laisse pas le temps à un homme de lui faire la cour. Si elle a choisi un homme, eh bien elle se donne tout de suite, parce que cela empêche par ailleurs cet homme de se vanter de la liaison, puisque si cet homme se vante auprès d'amis masculins d'avoir eu cette femme, eh bien personne ne le croit, ça paraît improbable sans qu'il n'y ait eu un temps pour la courtiser. La marquise de Merteuil a donc toute une stratégie, elle cherche même aussi à avoir des moyens de pression sur les amants qu'elle prend pour se mettre en sécurité. Et ce que vous devez retenir, c'est cette formule où elle explique, qui est comme le summum de sa stratégie, elle explique qu'elle fait tout ça aussi pour se venger des hommes. Lisons. N'avez-vous pas dû en conclure que, né pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre, j'avais su me créer des moyens inconnus jusqu'à moi.
Alors, est-ce à dire que Choderlos de Laclos invite toutes les petites filles à suivre les pas de cette marquise immorale? Évidemment que non, mais c'est un passage féministe qui pousse à la réflexion. Et d'ailleurs, Choderlos de Laclos s'est beaucoup intéressé à l'éducation des jeunes filles. Alors on le voit dans le roman, Cécile de Volanges est une victime idéale pour les libertins, parce qu'elle est sortie du couvent sans éducation, sans rien connaître du bien et du mal, et du coup elle peut aussi bien être entraînée vers le bien que vers le mal. On le voit d'ailleurs dans son nom, Volanges, ange volage. Et ce que l'on voit, c'est que le style de Cécile de Volanges, le style de ses lettres au début du roman, est très naïf, très enfantin. Elle fait des fautes de français. Elle écrit comme elle parle. Et finalement, elle commence à avoir un style, à bien écrire, lorsqu'elle apprend le libertinage. Elle apprend à écrire en même temps que le libertinage. Et on le voit, hein, en fait, son style mûrit une fois qu'elle a basculé vers, alors non pas vers le bien, mais vers le mal, lorsqu'il y a eu instruction vers l'un des deux côtés. Et ce que l'on voit dans le roman, c'est que Choderlos de Laclos milite pour que les petites filles aient droit à une instruction. Et d'ailleurs, ça peut vous faire penser à un autre ouvrage de Choderlos de Laclos que vous devez mentionner dans vos copies de français, de l'éducation des femmes. C'est un essai où Choderlos de Laclos milite pour l'égalité des sexes et montre la nécessité d'avoir une instruction pour les femmes égale à celle des hommes. Alors, dans cet essai, il fait une démonstration, hein, il compare la femme naturelle, la femme à l'état de nature, avec la femme de la société. Et ce qu'il montre, c'est qu'en fait, la femme à l'état de nature était l'égale des hommes. Et comme Rousseau, hein, qui aussi au XVIIIe siècle explique qu'il y a un mauvais contrat social, Choderlos de Laclos a la même conclusion. Il faudrait un nouveau contrat social où les femmes seraient l'égale des hommes. On peut citer un passage hein, de cet essai. Lisons ensemble. Ô femmes, approchez et venez m'entendre. Que votre curiosité dirigée une fois sur des objets utiles contemple les avantages que vous avez donnés la nature et que la société vous a ravis. Venez apprendre comment, née compagne de l'homme, vous êtes devenue son esclave, comment tombé dans cet état abject, vous êtes parvenu à vous y plaire, à le regarder comme votre état naturel, comment enfin dégradé de plus en plus par votre longue habitude de l'esclavage, vous en avez préféré les vices avilissants, mais commodes aux vertus plus pénibles d'un être libre et respectable. Alors on le voit, Choderlos de Laclos milite pour l'égalité des sexes. Voilà, c'est tout pour cette série de vidéos sur les liaisons dangereuses. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous êtes en prépa scientifique et que vous étudiez cette œuvre, dites-le moi aussi, ça me fera plaisir. Et pour les autres, j'espère que ça n'était pas trop long, désolée. Et à très vite dans une prochaine vidéo.